Imaginez une petite île oubliée du monde, au milieu de la mer Méditerranée. Un endroit aride, au vent fort, et à la population fière. C'est là, en Corse, que le 15 août 1769 naquit un garçon nommé Napoléon di Buonaparte. La Corse avait été cédée par la République de Gênes à la France seulement 1 an avant la naissance de Napoléon. Ironiquement, l'homme qui gouvernerait un jour la France était, à proprement parler, presque italien. Son père, Carlo, était un avocat issu d'une petite famille noble. Sa mère, Laetitia, était une femme de fer, disciplinée, sévère et déterminée. Napoléon était le 2e de 8 enfants, et très tôt il apprit que le monde ne faisait pas de cadeaux. Il fallait les prendre. À 9 ans, il fut envoyé en France pour étudier à l'école militaire de Brienne. Il arriva sans parler couramment le français, avec un accent étrange et des vêtements simples. Les riches camarades de l'aristocratie française l'appelaient « l'étranger ». Napoléon ne répondit pas par des mots, il répondit par une dévotion féroce aux études, notamment aux mathématiques et à l'artillerie. À 16 ans, il était déjà officier dans l'armée française. Le garçon de l'île oubliée ne faisait que commencer. La France explosait. Le roi Louis XVI perdait le contrôle. Le peuple prenait la Bastille. La Révolution française avait commencé, et avec elle, un nouveau monde était en train de naître. Pour la plupart des nobles et officiers aristocrates de l'armée française, la Révolution signifiait la fin. Pour Napoléon, c'était le commencement. La Révolution renversa la vieille hiérarchie qui empêchait les hommes d'origine modeste de s'élever. Soudain, le talent et le mérite valaient en plus que le nom de famille. Et Napoléon avait du talent à revendre. Son moment de gloire arriva en 1793 lors du siège de Toulon. La ville portuaire s'était rebellée contre le gouvernement révolutionnaire et les Anglais avaient débarqué pour soutenir les insurgés. Napoléon, alors âgé de seulement 24 ans, était un jeune capitaine d'artillerie pratiquement inconnu. Il étudia le terrain, identifia une position stratégique appelée Fort-les-Guillettes et convainquit ses supérieurs que la prendre forcerait les Anglais à reculer. La stratégie fonctionna. Toulon fut reprise. Les Anglais s'enfuirent. Et Napoléon fut promu général de brigade du jour au lendemain. Il avait 24 ans. Il était général. Et le monde n'avait encore aucune idée de ce qui allait suivre. Mais la Révolution était chaotique. La période connue sous le nom de la Terreur avait guillotiné des milliers de personnes, dont le roi lui-même et la reine Marie-Antoinette. Napoléon navigua dans ces eaux tumultueuses avec l'habileté d'un survivant. Quand Robespierre tomba en 1794, Napoléon fut brièvement emprisonné par association, mais fut rapidement relâché. Il savait s'adapter. Le destin le protégeait, et il le savait. Napoléon avait 26 ans et venait d'épouser Joséphine de Beauharnais, une veuve élégante et expérimentée, 6 ans plus âgée que lui. En même temps, le Directoire, le gouvernement qui contrôlait la France post-révolution, lui confia le commandement de l'armée d'Italie. C'était une mission que personne n'enviait. L'armée d'Italie était une force épuisée, mal nourrie, mal équipée et démoralisée. Les soldats n'avaient pas de chaussures convenables. Le moral était au plus bas. Napoléon les visita personnellement et leur dit « Soldats, vous êtes nus et mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup et ne peut rien vous donner. Mais je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. Là, vous trouverez honneur, gloire et richesse. » Ce n'étaient aussi pas des paroles vides. C'étaient les promesses d'un chef qui y croyait. La campagne d'Italie fut un chef-d'œuvre militaire. En moins d'1 an, Napoléon défit le Piémont et la puissante armée autrichienne dans des batailles successives, Montenotte, Millesimo, Lodi, Arcole, Rivoli. Il utilisait la vitesse, la concentration des forces et des attaques inattendues. Pendant que les ennemis essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé, ils étaient déjà vaincus. La bataille de Lodi fut particulièrement symbolique. Napoléon mena personnellement la traversée d'un pont sous le feu ennemi. Ses soldats, impressionnés par le courage de leur général, commencèrent à l'appeler « le petit caporal ». C'était un surnom affectueux, de camaraderie. À la fin de la campagne, l'Autriche avait été contrainte de négocier la paix. L'Italie était sous influence française. Napoléon avait créé des républiques satellites, réorganisé des territoires et envoyé d'immenses richesses,
art, or, ressources, vers la France. À 27 ans, il était le héros de la France. Les foules l'acclamaient, les journaux écrivaient sur lui, les politiciens craignaient son pouvoir. Il était déjà plus célèbre que n'importe quel général vivant. Mais Napoléon n'était pas seulement un guerrier, c'était aussi un stratège politique. Il commença à contrôler la presse de la région. Il écrivit des lettres publiques enflammées. Il créa sa propre image de libérateur. Il comprenait quelque chose que peu de militaires saisissaient. La guerre se livre autant dans l'esprit des gens que sur le champ de bataille. La prochaine aventure le mènerait encore plus loin, en Égypte, vers les pyramides, dans les sables du désert. Napoléon partit pour l'Égypte avec une armée de 35 000 hommes et quelque chose d'inédit. Une équipe de 167 scientifiques, mathématiciens, historiens et artistes. Il voulait conquérir l'Égypte, mais aussi la comprendre. La campagne égyptienne était un pari géopolitique audacieux. Couper les routes commerciales britanniques vers l'Inde, étendre l'influence française en Méditerranée orientale. À la bataille des Pyramides, en juillet 1798, Napoléon défie les Mamelouks avec une stratégie simple mais dévastatrice. Des carrés d'infanterie impénétrables que les cavaliers ennemis ne pouvaient pas rompre. Mais les Anglais répondirent. L'amiral Nelson détruisit la flotte française à la bataille du Nil, laissant Napoléon piégé en Égypte sans possibilité de recevoir des renforts ni de rentrer facilement. Militairement, la campagne fut un échec. Mais culturellement, ce fut une révolution. Les scientifiques que Napoléon avait emmenés firent des découvertes extraordinaires, dont la pierre de Rosette, qui permettrait des décennies plus tard de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. L'égyptomanie allait balayer l'Europe entière. Napoléon rentra en France en 1799, abandonnant son armée derrière lui, un abandon qui aurait été impardonnable pour tout autre général, mais qu'il transforma en récit de nécessité politique. La France était en crise, le directoire était faible, corrompu et impopulaire. C'était le moment parfait. Le 9 novembre 1799, 18 Brumaire, selon le calendrier révolutionnaire, Napoléon fit un coup d'État. Avec le soutien de politiciens et de militaires clés, il renversa le directoire et établit le consulat. Napoléon devenait premier consul. Le prétexte était de sauver la République. La réalité était tout autre. Il prenait le pouvoir. Il avait 30 ans. Et la France, désormais, lui appartenait. En tant que premier consul, puis consul à vie, Napoléon fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il gouverna bien. Très bien. Le Code Napoléon, promulgué en 1804, fut peut-être sa plus grande conquête civile. C'était un système juridique clair, rationnel, fondé sur les principes de la Révolution. Égalité devant la loi, protection de la propriété privée, liberté religieuse, fin des privilèges féodaux. Le Code se répandit à travers l'Europe et influença des systèmes juridiques dans le monde entier, y compris au Brésil. Il réorganisa l'administration française, créa les préfets, réforma le système fiscal, fonda la Banque de France, modernisa l'éducation avec les lycées, conclut un accord avec le pape, le Concordat de 1801, qui apaisa la question religieuse qui avait divisé la France. En seulement 4 ans, Napoléon avait stabilisé une France qui était dans le chaos depuis une décennie. Et puis, en décembre 1804, vint l'acte suprême d'affirmation de soi. Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, devant le pape Pie VII qui avait fait le voyage exprès pour la cérémonie, Napoléon prit la couronne impériale des mains du pontife et la posa sur sa propre tête. Il ne s'inclinerait devant personne, pas même devant Dieu. Il était désormais Napoléon Ier, empereur des Français. Sur le champ de bataille, les années suivantes furent d'un triomphe presque surnaturel. En 1805, à la bataille d'Austerlitz, considérée par beaucoup d'historiens comme la bataille la plus parfaite de l'histoire, Napoléon défit les armées combinées de l'Autriche et de la Russie avec un plan génial. Il fit semblant d'être faible au centre de sa ligne pour attirer l'ennemi, puis attaqua avec une force dévastatrice sur les flancs. En moins de 9 heures, il avait anéanti une force numériquement supérieure. Vinrent ensuite Jena, Auerstedt, Friedland. La Prusse fut humiliée. La Russie fut contrainte de signer la paix à Tilsit. Le Saint-Empire romain germanique, qui avait existé pendant plus de 1000 ans, fut dissous, à l'apogée de sa puissance,
Napoléon contrôlait directement ou indirectement presque toute l'Europe continentale. Ses frères étaient rois, Joseph en Espagne, Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie. Son beau-frère Murat gouvernait Naples. Ses maréchaux dominaient des territoires de Lisbonne à Varsovie. Un seul homme avait reconfiguré la carte d'un continent entier. Mais le pouvoir absolu engendre une arrogance absolue, et l'arrogance, tôt ou tard, réclame son dû. Le système continental, le blocus économique que Napoléon imposa à l'Europe pour étrangler le commerce britannique, était brillant en théorie et désastreux en pratique. Il forçait alliés et pays neutres à s'aligner contre l'Angleterre, mais créait pénurie, inflation et ressentiment partout. L'Espagne fut la première grande erreur. En 1808, Napoléon força le roi espagnol à abdiquer et plaça son frère Joseph sur le trône. Les Espagnols répondirent par une résistance féroce, la guerre péninsulaire. Des guérilleros attaquèrent les troupes françaises jour et nuit. Wellington, le général britannique, débarqua dans la péninsule ibérique et ouvrit une plaie qui ne se refermerait jamais complètement. Napoléon appellerait plus tard l'Espagne son ulcère espagnol. Mais l'erreur fatale fut la Russie. Le tsar Alexandre Ier avait rompu le blocus continental. En juin 1812, Napoléon envahit la Russie avec la Grande Armée, environ 600 000 hommes, la plus grande armée que l'Europe ait jamais vue. C'était une force internationale, Français, Polonais, Prussiens, Autrichiens, Italiens, Espagnols, Portugais. Les Russes reculèrent, et reculèrent encore, et encore, brûlant tout ce qu'ils laissaient derrière eux. Napoléon arriva à Moscou en septembre 1812 et trouva une ville en flammes. Les Russes eux-mêmes l'avaient incendiée pour ne pas laisser de ressources à l'envahisseur. Napoléon attendit des semaines une offre de paix qui ne vint jamais. Avec l'hiver qui approchait et les provisions qui s'épuisaient, il ordonna la retraite. Ce qui suivit fut l'une des plus grandes catastrophes militaires de l'histoire humaine. L'hiver russe détruisit ce que les balles russes n'avaient pas réussi à faire. Faim, froid, épuisement, maladie. Les soldats mouraient en marchant. Les chevaux s'effondraient sur les routes gelées. Sur 600 000 hommes, moins de 100 000 revinrent en état de combattre. L'aura d'invincibilité était brisée, et les ennemis de Napoléon sentirent l'odeur du sang. La Prusse, l'Autriche, la Russie, la Suède, tous s'unirent contre Napoléon dans la 6e coalition. À la bataille de Leipzig, la fameuse bataille des nations, plus d'1 demi-million de soldats s'affrontèrent pendant 3 jours. Ce fut la plus grande bataille de l'histoire européenne jusqu'alors. Napoléon fut défait. Les Alliés avancèrent vers la France. Napoléon combattit avec une énergie désespérée, remportant des batailles mineures avec des forces bien inférieures. Mais la mathématique était impossible. En avril 1814, ses propres maréchaux refusèrent de continuer à se battre. Napoléon signa l'abdication. Il fut exilé sur l'île d'Elbe, une petite île de la mer Méditerranée. Les Alliés lui accordèrent le titre de souverain de l'île, une humiliation voilée. L'homme qui avait gouverné l'Europe gouvernait désormais une île de 12 000 habitants. Mais Napoléon n'était pas un homme qui acceptait la faim. En mars 1815, il s'échappa d'Elbe avec environ 1000 soldats. Il débarqua dans le sud de la France. Le roi Louis XVIII envoya des troupes pour le capturer. Et alors se produisit quelque chose d'extraordinaire. Les soldats envoyés pour le capturer se joignirent à lui. Napoléon marcha jusqu'à Paris sans tirer un seul coup de feu. Le roi s'enfuit. C'était les 100 jours, le dernier acte d'un drame épique. Napoléon réorganisa l'armée avec une vitesse impressionnante. Mais les Alliés répondirent encore plus vite. En juin 1815, il affronta les forces britanniques et prussiennes en Belgique. Waterloo. La bataille commença bien pour les Français, mais Wellington tint fermement ses positions défensives, et les Prussiens de Blücher arrivèrent au moment crucial. Napoléon avait attendu ses propres renforts qui ne vinrent jamais. La bataille se retourna. La grande armée s'effondra. Napoléon fuit vers Paris. Il tenta de continuer. Mais cette fois, il n'y avait plus d'issue. Le 22 juin 1815, il abdiqua pour la 2e fois. Cette fois, les Alliés ne firent pas la même erreur. Au lieu d'Elbe, il fut envoyé à Sainte-Hélène, une île reculée de l'Atlantique Sud, à plus de 7000 km de la France.
un endroit dont il était impossible de s'échapper. Il avait 45 ans, et son monde était terminé. À Sainte-Hélène, Napoléon vécut ses 6 dernières années dans un exil amer. Le climat était humide, le lieu était isolé, et les Anglais le traitaient avec une froideur délibérée. Il passa ses journées à dicter ses mémoires, construisant soigneusement le mythe napoléonien, le récit d'un homme qui avait combattu pour les idéaux de la Révolution, qui avait été trahi par les monarchies européennes, qui avait apporté liberté et modernité au continent. C'était de la propagande, mais c'était la propagande d'un génie. Napoléon Bonaparte mourut le 5 mai 1821, probablement d'un cancer de l'estomac, bien que des théories d'empoisonnement à l'arsenic persistent encore aujourd'hui. Il avait 51 ans. Son corps fut ramené à Paris en 1840 et une foule de centaines de milliers de personnes descendit dans les rues pour voir le cortège funèbre. Il repose encore aujourd'hui sous le dôme doré des Invalides, à Paris, dans un sarcophage de porphyre rouge qui impose silence et révérence à tous ceux qui le contemplent. Napoléon Bonaparte fut une contradiction vivante, un fils de la Révolution devenu empereur, un défenseur de la liberté qui fut aussi un autocrate, un génie militaire mort vaincu sur une île isolée, un homme qui n'était pas né français et qui changea la France pour toujours, et avec elle le monde entier. Le Code Napoléon régit encore des systèmes juridiques dans des dizaines de pays. Le concept de méritocratie qu'il contribua à solidifier a façonné les démocraties modernes. Ses campagnes militaires sont étudiées dans les académies du monde entier. Et son nom, plus de 200 ans après sa mort, évoque encore le débat, la fascination et l'admiration. Il prouva qu'un homme, avec vision, courage, intelligence et une volonté de faire, peut réellement changer l'histoire. La question qu'il nous laisse, murmurée à travers les siècles, est à la fois troublante et fascinante. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour laisser votre empreinte sur le monde ? Napoléon est allé jusqu'au bout, et le monde ne fut plus jamais le même.